Donc l'objet de cette vidéo, c'est de répondre à la question intelligence artificielle, bulle ou pas bulle. C'est un peu la question qu'on reçoit très souvent et c'est la question qu'on se pose aussi très souvent quand on voit les performances boursières de l'intelligence artificielle depuis quelques années. Et donc pour commencer à répondre à cette question, il faut d'abord définir ce que c'est qu'une bulle. Une bulle, c'est la divergence entre les prix d'un actif et sa valeur économique, ses fondamentaux économiques. C'est en général quelque chose qui s'auto-alimente via la liquidité, via l'effet d'entraînement. Tout le monde vous dit d'acheter de l'intelligence artificielle, vous achetez de l'intelligence artificielle sans même regarder la valorisation, et donc il y a un effet d'entraînement qui s'auto-alimente et qui crée une bulle. Et on peut vraiment définitivement dire que c'est une bulle, bien sûr, quand elle explose. Parce qu'il y a différents types de bulles, et la réponse pour nous est positive. Il y a la famille des bulles productives. Les bulles productives, c'est des bulles où on achète avec l'espoir d'un gain futur. Donc ça, c'est l'investissement. On investit parce qu'on pense qu'il va y avoir des retours sur investissement importants. Et ça, ce sont des bulles productives. Et la particularité de ces bulles, c'est quand elles explosent, elles laissent le monde avec des actifs qui sont exploitables. L'investissement qui a été fait pendant la création de cette bulle reste à créer de l'infrastructure, par exemple, dans le cas de la dot-com bubble en 2001, à créer de l'infrastructure et qui peut rester exploitable derrière. Ces bulles s'opposent à des bulles non productives qu'on appelle plus souvent des bulles de rareté. Les bulles de rareté, vous achetez parce que vous savez que cet actif va devenir de plus en plus rare. Et là, à la différence d'une bulle productive, quand elle explose, eh bien, vous vous retrouvez dans une situation économique, dans un monde exactement à l'identique de ce que était le monde avant le début de la bulle. Donc il y a des bulles productives et des bulles de rareté. Et puis après, si on veut aller plus loin dans la différenciation de ces bulles-là, on s'intéresse au financement des bulles. Il y a des bulles qui sont financées par des fonds propres, par les cash flows, par l'equity, et des bulles qui sont financées par la dette. Et en fait, on se rend compte en regardant un petit peu les bulles depuis 300-400 ans, qu'en fonction du type de bulle productive ou de rareté, et en fonction du financement de ces bulles, equity, plutôt equity, cash flow, ou plutôt dette, eh bien les effets, quand elles explosent, ces bulles, sont totalement différents. Et la pire des configurations reste une bulle de rareté, donc qui laisse un monde dans le même état en termes d'actifs exploitables que ce qu'il était avant le début de la bulle. Donc une bulle de rareté financée par de la dette, et donc la dette fait qu'il y a un risque systémique qui existe derrière. On a fait un travail historique sur les bulles des 300-400 dernières années chez MCA Finance. On se rend compte que la majorité des bulles sont plutôt des bulles de rareté. On a des exemples très lointains, la bulle des tulipes au début du XVIIe siècle aux Pays-Bas. Bulles de rareté financées par de l'equity principalement. On a eu des bulles de rareté notamment avec la hausse de l'or à la fin des années 70, plutôt une bulle de rareté. Puis après on a eu aussi des bulles productives qui sont plus rares, mais on en a eu. Et la plus récente, c'est celle de la dot-com bubble de 2001, qui était clairement une bulle productive, puisque l'infrastructure, les investissements qui ont permis de faire de l'infrastructure de télécommunications en 2001, a été utilisé, même s'il y a eu beaucoup de douleurs et beaucoup de souffrances au moment où la bulle a explosé. Il faut avoir en tête qu'il a fallu 15 ans au Nasdaq pour récupérer ses niveaux du moment de l'explosion de la bulle en 2001. 15 ans. Donc il y a eu vraiment de la souffrance pour les investisseurs. Mais dès 2001, dès 2002, dès 2003, les infrastructures qui avaient été créées pendant la bulle, le surinvestissement avait permis de créer des infrastructures qui ont été exploitées par la suite et qui ont permis l'émergence de l'Internet, de la vidéo à la demande, et qui ont permis notamment à des acteurs comme Netflix, je pense à Netflix, de se développer au milieu des années 2000 grâce aux infrastructures construites pendant la bulle. Donc la plupart des bulles sont des bulles de rareté. On a quelques exemples de bulles productives. On a parlé de la dot-com bubble. On a aussi la construction des réseaux ferroviaires au Royaume-Uni ou aux États-Unis au milieu du 19e siècle, qu'on laissait, après l'explosion de la bulle, qu'on laissait des actifs exploitables. Et dans les bulles de rareté, on peut se poser la question aujourd'hui, le thème de cette présentation, ça reste l'IA, et on va en parler tout de suite, mais on peut se poser aussi la question, est-ce que par exemple ce qui se passe aujourd'hui sur l'or, ou ce qui se passe sur les crypto-monnaies, ce ne sont pas aussi des débuts ou des exemples de bulles, de débuts de bulles, mais qui seraient plutôt des bulles de rareté. Et vous l'aurez compris, si on pose cette question-là sur l'or ou sur les crypto-monnaies, c'est qu'on se pose aussi la question sur l'IA, et dans le cadre de l'IA, pour nous, chez MCA Finance, on serait plutôt, si on est dans une bulle, plutôt dans une bulle qui serait plutôt une bulle productive, contrairement aux crypto ou à l'or aujourd'hui, qui serait plutôt, si c'est une bulle de rareté. Alors revenons sur le thème qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, bulle ou pas bulle, et on va essayer juste de regarder les faits, les chiffres aujourd'hui. Il faut bien avoir conscience que les CAPEX liés à l'intelligence artificielle, aujourd'hui, contribuent à plus de 1% à la croissance du PIB, du PIB aux États-Unis.
c'est plus que la consommation. Donc c'est quelque chose d'énorme. Et puis après, si on se focus et si on se concentre un peu plus sur le S&P 500, la valeur de la capitalisation boursière gagnée par le S&P 500 depuis 2022, depuis le début de l'intelligence artificielle, c'est à peu près 25 000 milliards de dollars. Vous avez bien entendu, 25 000 milliards de dollars. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus que la capitalisation réunie aujourd'hui des marchés actions européens, en comptant l'Angleterre, plus les valeurs japonaises. Donc et ça, c'est ce qu'a gagné le S&P 500, les valeurs américaines, depuis le début de 2022. Donc il y a vraiment une explosion boursière liée en partie à l'intelligence artificielle, et c'est ça le troisième point, c'est que cette hausse des capitalisations boursières américaines est principalement due à l'intelligence artificielle. Plus de 75% de la hausse du S&P 500 depuis 2022 s'explique par des valeurs liées à l'intelligence artificielle. Et puis si on recentre un peu plus sur les 7 magnifiques, les 7 grandes valeurs américaines que vous connaissez, les Alphabet, les Microsoft, les Nvidia, les Apple et les autres, ces 7 magnifiques qui représentent à peu près entre 35 et 40% de la hausse du S&P 500. Donc la hausse qu'on voit vraiment sur le S&P 500 depuis 2022, elle s'explique quasiment exclusivement, ou principalement, mais quasiment exclusivement, par l'intelligence artificielle et par les 7 magnifiques. Et donc ça, c'est les premiers signaux qui nous font penser que ce qui se passe, on est peut-être au début de quelque chose qui s'apparente à une bulle. Plutôt dans une bulle productive, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'investissement et peut-être du surinvestissement si c'est une bulle. Et donc on s'est intéressé chez MCA à l'investissement et à des ratios d'investissement par rapport au chiffre d'affaires par exemple. Et si vous regardez aujourd'hui les indices actions américains et vous regardez les investissements divisés par le chiffre d'affaires, CAPEX to sales, CAPEX investissement et sales chiffre d'affaires, et bien si vous regardez ce ratio-là, on est aujourd'hui à 28-29%. Ce sont des niveaux assez élevés historiquement. Mais il faut avoir en tête qu'en 2000-2001, quand on est arrivé quasiment au plus haut de la crise de la dot-com bubble, on était sur des niveaux de 33-34% CAPEX to sales. Donc on est sur des niveaux d'investissement élevés en comparaison du chiffre d'affaires, mais on n'est pas encore tout à fait on est même encore loin des niveaux d'investissement de la crise de 2001. Ce sur quoi il faut vraiment insister dans le cadre de cette vidéo, c'est vraiment, et c'est ça qu'on suit nous jour le jour chez MCA Finance, c'est l'interconnexion et l'écosystème IA. Parce qu'au final, si on a un problème de monétisation à un moment donné sur l'IA, ben c'est tout l'écosystème pour nous qui est en risque et qui pourrait exploser. Donc il y a il y a un petit risque systémique là-dedans, et donc il faut bien comprendre l'écosystème IA. On va se concentrer sur les valeurs américaines. Vous avez OpenAI qui développe des modèles LLM pour faire tourner de l'IA. Ils ont besoin de faire tourner de l'IA sur de l'infrastructure, et dans ce cas, ils demandent à Oracle ou à CoreWave de la capacité de calcul. Oracle, CoreWave, ils ont besoin de GPU, de puces pour faire tourner les modèles d'OpenAI. Donc ils commandent des centaines de milliards de puces à Nvidia et à AMD, qui a un peu de retard sur Nvidia, mais qui propose des puces assez performantes. Et puis après, vous avez Microsoft qui, lui, est là pour monétiser tout ça, qui a un partenariat avec OpenAI, qui a pris une participation aussi dans OpenAI. Et Microsoft est là pour monétiser tout ça. Et chaque euro vendu auprès d'entreprises, grâce à Azure, qui fait tourner les modèles OpenAI dans l'infrastructure Oracle ou CoreWave, mais chaque euro est en partie partagé avec OpenAI. Donc là, on a toute la chaîne de valeur, et ce qui crée un petit peu la complexité de la chose, c'est que vous avez en plus de ça des participations croisées entre les acteurs. Vous avez Nvidia qui a des participations dans CoreWave. Vous avez là une annonce qui a été faite, une potentielle participation de OpenAI dans AMD. Vous avez Microsoft qui a une participation dans CoreWave. Donc vous avez plein de participations croisées. Et en plus de ça, vous avez des montages financiers qui permettent notamment à Oracle de commander plus de puces Nvidia, par exemple, ou CoreWave. Par exemple, CoreWave aujourd'hui reçoit les demandes d'OpenAI, et CoreWave dit j'ai besoin de 100 milliards, et pour faciliter cette commande auprès d'Nvidia, Nvidia dit non seulement vous pouvez m'acheter 100 milliards, je vous fais du vendor financing, ça veut dire je vous fais des facilités de paiement, vous allez pouvoir me payer ces 100 milliards sur plusieurs mois, plusieurs années. Et en plus de ça, Nvidia, qui est fournisseur du coup de Oracle ou de CoreWave, s'engage éventuellement à racheter des repurchase agreements, à racheter de la surcapacité de calcul auprès de CoreWave ou auprès d'Oracle. Donc là, on a tout un écosystème qui est assez complexe, avec, je ne vous le cache pas, des boîtes noires, notamment on ne sait pas trop comment le chiffre d'affaires de Microsoft est rebalancé vers OpenAI.
il y a encore des choses qui sont un peu boîte noire. Et tout cet écosystème nous fait penser, si jamais il y a un problème de monétisation sur l'IA, eh bien, on voit difficilement comment un acteur pourrait tomber sans emporter tous les autres. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que les valorisations sont plutôt assez chères aux États-Unis, mais ça fait quelques années maintenant qu'on peut dire que c'est assez cher. Là, les primes de risque sont proches de 0%, autour de 0,5%. On a dû osciller sur 2 ans entre 1% et 0,5%, et aujourd'hui on est à peu près à 0,5%. Donc les valorisations en termes de primes de risque sont élevées. Et en termes de PE, on est à peu près à 22-23 fois, ce qui est historiquement élevé. Mais encore une fois, si on compare à la dot-com bubble de 2001, on est beaucoup moins cher aujourd'hui qu'en 2001. En 2001, on était plutôt à 35 fois, au sommet de la bulle, hein, avant qu'elle explose. On était plutôt à 35 fois sur le S&P 500, on était à plus de 60 fois sur le Nasdaq. On est très très loin aujourd'hui de ces niveaux de valorisation sur le S&P 500. Ce qu'on remarque aussi, un ratio qui est très important, c'est la génération de cash. Aujourd'hui, en termes de génération de cash, donc on regarde nous le free cash flow yield. Donc le free cash flow, c'est la capacité, c'est le cash disponible généré par l'entreprise pour payer les actionnaires ou les créanciers. Et on divise ce cash généré par la valeur de l'entreprise. Quand on regarde ce ratio-là, on est aujourd'hui autour de 3,5% de free cash flow yield. Donc c'est pas très élevé, mais c'est beaucoup plus élevé que ce qu'on a pu connaître en 2000, où on était plutôt à 1,5, 1,6% de free cash flow yield. Donc il fallait presque à ce moment-là 50 ou 60 ans de free cash flow pour payer l'entreprise. Aujourd'hui, on est plutôt à 30 ans, ce qui est élevé, mais ce qui est beaucoup moins élevé que ce qu'on a pu apercevoir en 2000. Ensuite, il est intéressant de faire un petit focus sur Nvidia pour nous, parce que Nvidia, c'est un titre qui a été multiplié par 9, ouais, le chiffre, croyez-le, par 9 depuis 2022. Et en fait, quand on regarde les multiples de valorisation, on se rend compte que en termes de PE, la valeur est aujourd'hui moins chère en termes de PE que ce qu'elle était il y a 2-3 ans. On est à 31 fois, 32 fois aujourd'hui les bénéfices attendus dans un an. Et il y a 2-3 ans, on était plutôt à 40-50 fois. Pour une moyenne aujourd'hui, sur 5 ans, qui doit plutôt être à 40 fois. Donc on est historiquement pas cher en termes de multiples sur Nvidia, alors même que le titre a été multiplié par 9. Donc comment vous l'expliquez ça? Tout simplement parce que les croissances bénéficiaires ont été beaucoup plus vite que le cours de bourse. Et donc du coup, les multiples ne se sont pas envolés malgré la hausse du cours. Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une bulle ou pas? On va essayer de ne pas faire une réponse de Normand, même si la réponse, on peut être assez partagé. Ce qui est sûr, c'est que si on est dans une bulle, pour nous, chez MCA Finance, on pense vraiment qu'on est dans une bulle productive. Alors, en tant qu'investisseur, c'est pas une très bonne nouvelle. Enfin, c'est pas une très bonne nouvelle, que ce soit une bulle de rareté ou une bulle productive. De toute façon, c'est toujours douloureux quand la bulle explose pour un investisseur action, par exemple. Puisque en 2001, quand vous êtes investisseur action, il a fallu, j'en ai parlé tout à l'heure, plus de 15 ans pour récupérer votre argent. Donc, productif ou pas productif, ça ne change pas grand-chose. Mais d'un point de vue économie, d'un point de vue global, c'est quand même une meilleure nouvelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui a été investi sur l'intelligence artificielle, ce sont pour nous des actifs qui resteront exploitables demain. Et donc ça, c'est un point sur lequel je pense qu'il faut souligner, c'est que en disant aujourd'hui que c'est une bulle, vous ne remettez pas en cause l'intelligence artificielle dans nos sociétés. Ça peut être une bulle, et malgré tout, l'intelligence artificielle restera pour nous une révolution dans les prochaines années et restera quelque chose de central. Mais il peut y avoir du surinvestissement, il peut y avoir un retard sur la monétisation, et c'est ça qu'il faudra suivre dans les prochains mois, prochaines années. Donc plutôt une bulle productive. Ensuite, le financement. On a dit tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des bulles financées par l'equity, donc qui laissent des traces, qui sont douloureuses, mais où le risque systémique est quand même plus limité. Et puis des bulles financées par la dette, où là, pour le coup, on a non seulement de la douleur en tant qu'actionnaire, mais on a aussi un risque systémique. On l'a vu, la crise des subprimes, par exemple, c'était plutôt une bulle de rareté avec l'immobilier en 2007, mais il y avait derrière une bulle financée par de la dette. Et vous voyez bien l'effet systémique que ça a eu quand la bulle a explosé. Aujourd'hui, on est plutôt dans une bulle financée par de l'equity, par des fonds propres. Comment on peut l'expliquer ça? On peut l'expliquer par la position cash des principaux acteurs de l'IA aujourd'hui. Qui investit dans l'IA? Ce sont les hyperscalers, ce sont Microsoft, Alphabet, Apple. Tous ces acteurs-là sont assis sur des centaines de milliards de cash. Si vous regardez les publications de ces sociétés-là depuis quelques années, c'est principalement du rachat d'actions, parce qu'elles ne savent finalement pas trop quoi faire de leur cash. Elles ont beaucoup de cash, elles ne savent pas quoi en faire, et donc elles rachètent leurs propres actions, très souvent pour les détruire, ce qui c'est une sorte de retour à l'actionnaire.
Ça, c'était ce que faisaient ces entreprises. Et aujourd'hui, il y a une aubaine, c'est l'intelligence artificielle qui va leur permettre de relancer de la croissance. Et donc, elles investissent massivement sur leur cash dans l'intelligence artificielle. Ça, c'est un premier point qui est très important, puisqu'aujourd'hui, du coup, l'éventuelle bulle productive sur l'intelligence artificielle est financée par de l'equity, par des cash flows et par de l'equity. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que de manière générale, une bulle peut être financée par de l'equity et peut dériver vers un financement en dette. C'est souvent ce qui arrive d'ailleurs. Et quand on regarde un peu les chiffres sur l'IA, les estimations, c'est d'après ce que disent les hyperscalers, c'est à peu près 2800 milliards de dollars d'investissement sur l'IA dans les 3 prochaines années jusqu'à 2028. Donc 2800 milliards. Dans des scénarios optimistes, on arrive à peu près à 1400 milliards de cash flow générés grâce à l'IA d'ici 2028. Donc vous voyez bien qu'il y a un gap de 1500 milliards entre les besoins d'investissement et les cash flows générés par l'IA. Donc après, il peut y avoir des bonnes surprises et on peut monétiser davantage et peut-être que la génération de cash va s'améliorer pour ces acteurs-là encore dans les prochains mois, prochaines années. Mais globalement, il va manquer à peu près 1400-1500 milliards. Et il peut y avoir des augmentations de capital, donc du financement par l'equity. Mais pour nous, il y aura probablement à ce moment-là, et on commence déjà à l'apercevoir, du financement par de la dette, par du crédit classique et éventuellement par du crédit titrisé. Et ça sera encore plus inquiétant puisqu'on va créer des couches de dette pour financer l'intelligence artificielle. Et là, on rentrera dans une bulle productive, probablement financée par de la dette. Et là, le risque est plus systémique. Vous l'aurez compris, je pense, j'ai déjà utilisé le mot plusieurs fois dans cette vidéo, c'est le mot monétisation. Et ça, c'est vraiment le maillon faible de toute cette chaîne de valeur. Si la monétisation ne se fait pas ou si elle se fait trop tard, eh bien, ça peut gripper la machine et on peut avoir une explosion de la bulle, si c'en est une. Et donc, la monétisation, qu'est-ce que c'est? C'est simplement obtenir de la valeur d'un usage, tout simplement. Vous avez un usage de l'IA, ben maintenant il faut le vendre et il faut obtenir de la valeur économique. Il y a un processus qui est très simple dans un cycle économique, c'est le processus d'investissement, puis un processus de monétisation. Dans le cadre de l'IA, il y a deux types de monétisation. Il y a une monétisation directe, la facturation à l'usage. Vous êtes client avec votre entreprise Azure chez Microsoft, vous payez les services d'intelligence artificielle Azure chez Microsoft. Ça, c'est de la facturation, de la monétisation directe. Et puis il y a aussi de la monétisation indirecte, c'est-à-dire grâce à l'IA, vous avez optimisé votre structure de coûts et donc vous gagnez X millions par an. Et un exemple tout simple, c'est Amazon qui, il y a quelques jours, a communiqué en disant potentiellement, grâce à l'IA et grâce à la robotique, sur nos entrepôts aux États-Unis, on pourrait gagner entre 2 et 4 milliards de dollars par an. Donc ça, c'est vraiment de la monétisation indirecte. Grâce à l'IA, on gagne entre 2 et 4 milliards par an. Et donc ça, l'investissement qui a été fait par Amazon dans de l'IA est tout de suite rentabilisé par de la monétisation indirecte. Donc en fait, il faut essayer de mettre en place des indicateurs, et c'est ce qu'on fait chez MCA Finance, on essaie de mettre en place des indicateurs sur la monétisation. C'est pas simple, c'est un sujet assez complexe, mais notamment le ratio dont je vous parlais tout à l'heure, le ratio CAPEX to sales, c'est un ratio qu'on suit comme le lait sur le feu, en se disant, voilà, si on passe au-dessus de 30-31%, on se rapprochera des niveaux de 2000-2001, et là on pourra se dire que potentiellement il y a un surinvestissement. Ça c'est le premier point. Ensuite, on préfère de manière générale aller sur des sociétés qui ont une monétisation qui a été prouvée. Je pense à Microsoft aujourd'hui qui maintenant depuis quelques publications nous dit on arrive à vendre nos services Azure, notre croissance Azure accélère grâce à l'IA. Et donc ça c'est vraiment de la monétisation prouvée et donc ces acteurs-là on peut continuer à les jouer boursièrement. Et puis aussi il y a des acteurs qui font de la monétisation indirecte. Je parlais d'Amazon tout à l'heure. Eh bien, ces acteurs-là, ils font aussi de la monétisation indirecte cette fois-ci. Et donc, ces acteurs-là, ils vont avoir une amélioration des marges nettes les prochaines années. Et donc ça, c'est des acteurs qu'on préfère jouer aujourd'hui plutôt que d'acteurs qui investissent énormément et qui, pour l'instant, ne voient pas de retour sur investissement. Donc, pour conclure sur ce thème, IA, bulle ou pas bulle, déjà, on peut dire que si on est dans une bulle, c'est plutôt une bulle productive. Et le financement, aujourd'hui, c'est clairement un financement par de l'equity. On est loin d'une bulle spéculative totale, comme on a pu le voir dans le passé. On a vraiment des sociétés qui commencent progressivement à monétiser de manière directe ou de manière indirecte. Je pense à Microsoft, je pense à Amazon, mais on peut aussi regarder à tout le secteur du software. Ça commence aussi à se monétiser de manière plutôt indirecte dans la santé. Dans tous les secteurs, on commence à monétiser. Dans le secteur financier, dans le secteur bancaire aux États-Unis, on commence à monétiser l'intelligence artificielle. Donc, ce qu'il faut suivre absolument, c'est cette rapidité de monétisation des acteurs.
Et ça, chez MCA Finance, on a mis des indicateurs en place qu'on suit de manière fréquente pour essayer de voir s'il y a des excès dans certains indicateurs, notamment celui dont on vous a parlé, CAPEX to Sales, mais on en a d'autres, CAPEX Payback et plein d'autres, qui nous permettent de voir un peu quand l'excès devient trop important et d'alléger un peu certaines positions. Mais grosso modo, si je devais résumer, bulle ou pas bulle, je dirais surtout qu'il est trop tôt pour shorter l'IA et il est trop tard pour ne pas se soucier de la valorisation. On a une valorisation qui est tendue, mais on a des éléments qui nous disent quand même on est loin, très loin de ce qu'on a pu voir dans les années, tout début des années 2000, avant l'explosion de la bulle de la dot-com. On a des sociétés aujourd'hui qui sont assises sur des montagnes de cash, les hyperscalers, les Alphabet, les Microsoft sont assis sur des montagnes de cash, elles génèrent énormément de cash, elles sont très profitables, et elles commencent aussi à monétiser sur l'IA. Et ça, c'est vraiment la différence majeure par rapport à 2000, à la fin des années 90, début des années 2000, où on avait des sociétés qui étaient très chèrement valorisées et qui étaient peu rentables. Donc là, on a vraiment une vraie différence. Aujourd'hui, on n'est pas du tout sur quelque chose de pure spéculation, on est sur des sociétés solides qui sont en train progressivement de monétiser, et toute l'inconnu et la difficulté reste là, c'est la capacité de monétiser rapidement, parce qu'il faut non seulement monétiser, mais il faut monétiser rapidement, puisque si vous dépassez par exemple en CAPEX Payback, si vous dépassez 7 ans, vous remboursez vos investissements en 7 ans. Si vous dépassez un peu ce critère-là, eh bien vous allez avoir des problèmes et un grippement de la chaîne de valeur qui peut casser l'écosystème. Donc on reste grosso modo on reste positionné sur l'IA. Ça nous semble être un investissement totalement pertinent aujourd'hui, bien qu'il y a beaucoup d'éléments qui nous font penser qu'on est au début d'une bulle productive aujourd'hui financée par l'equity. Et bien sûr, si on voit progressivement que cette bulle est financée par de la dette de plus en plus, eh bien là, il faudra être encore plus prudent puisque le risque systémique sera beaucoup plus important.